On a la chance inouïe, on est loin de nos enfants, d'avoir des voisins qui sont nos enfants à Lyon. À tous les étages. Je suis entouré, mais pas tant que ça parce que je ne veux pas plus m'entourer que ça. Ceux qui sont là quand tu as besoin. Mais ici, Lyon, les gens ils sont trop mous. Ils ne parlent pas, ils ne cachent pas. Le monde qu'on vit là, les gens ils sont très énervés, les soucis, tu restes tout seul. Après, tu vas avoir plusieurs soucis. Il faut parler avec les gens, c'est-à-dire communiquer quoi. Il y a 3 formes d'isolement qu'on a tendance à distinguer dans les travaux. L'isolement résidentiel, c'est je vis seul. Il y a l'isolement relationnel, j'ai plus ou moins de liens avec les autres et je peux avoir peu de liens avec les autres. Donc par exemple, je fréquente peu ma famille, peu mes amis, etc. Et puis il y a le sentiment de solitude. Un des gros enjeux en milieu urbain, c'est qu'on a perdu cette capacité à parler naturellement avec son voisin. C'est très compliqué et que quand quelqu'un vient nous parler, on va le prendre pour un fou. L'isolement touche partout, à la fois en milieu urbain et en milieu plus rural, mais de manière différente. Je dirais qu'en milieu urbain, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de choses qui existent, mais c'est compliqué de faire le premier pas. Et donc il va y avoir un espèce d'isolement de personnes qui ne vont pas oser aller à tout ce qui est proposé. Et si on regarde dans une ville comme Lyon, tout ce qui est proposé, c'est énorme. Et pourtant, y a un isolement des personnes âgées et un isolement général qui est quand même qui est très fort. Et en milieu rural, c'est inversé. On va avoir beaucoup plus de solidarité de proximité, beaucoup plus une connaissance de ses voisins, etc. Mais une offre aussi beaucoup plus faible en termes d'animation, de propositions, etc. qui vont aussi créer un isolement très fort. Et un isolement aussi très fort en milieu rural, plus à cause de la mobilité, parce qu'une fois qu'on ne peut plus prendre la voiture, en milieu rural, la vie devient beaucoup plus compliquée. Je dirais qu'à Lyon, quand on arrive à Lyon, parce que je ne suis pas de Lyon à la base, c'est pas forcément facile d'arriver dans une grande ville, même si y a beaucoup plus forcément d'habitants et de personnes. On se retrouve un peu à être tous des anonymes. C'est beaucoup plus individualisant que les petites campagnes où il y a moins de personnes, mais tout le monde se connaît, il y a beaucoup plus un vivre ensemble un peu plus naturel. On est vraiment sur les personnes âgées qui sont très touchées par cet isolement et les étudiants, chez les jeunes parents aussi, où ça c'est des choses où je pense qu'on en parle moins. Il n'y a aucune catégorie qui est épargnée par l'isolement et pour moi c'est vraiment un des drames du XXIe siècle, cette question d'isolement. Aujourd'hui, on a des jeunes, adolescents, etc., qui ressentent un sentiment de solitude et ce qui pose vraiment la question de la différence entre les liens via les réseaux sociaux et de la création de liens in situ sur les territoires. En fait, on peut être isolé pas parce qu'on est vieux et qu'on sort plus de chez nous, quoi, pour le dire un peu grossièrement, mais aussi parce qu'en fait, on arrive dans un nouveau quartier et qu'on connaît personne. Et qu'en fait, les liens de solidarité, c'est des liens qui mettent du temps à se tisser. Une des manières de mieux faire face aux crises, un des facteurs de résilience les plus importants en fait, c'est pas la santé, c'est pas d'être en bonne santé, c'est pas d'avoir une bonne alimentation, etc. Donc de bien-être, mais c'est en fait d'avoir un réseau social fort, c'est avoir des liens de solidarité. Et donc on avait essayé de mener un travail pour essayer d'évaluer le coût de l'isolement. L'idée c'était de voir une personne par exemple qui vivait avec un SMIC et 3 enfants, et finalement elle arrivait à relativement bien vivre parce qu'elle avait tout un réseau de solidarité qui lui permettait d'avoir de l'aide de la banque alimentaire, qui lui permettait d'avoir un voisin qui puisse garder gratuitement ses enfants de temps en temps, qui lui permettait d'aller faire ses courses parce qu'on la transportait en voiture gratuitement, etc. Et tout ça, ça a une valeur. Et finalement, le fait d'être relogé dans d'autres quartiers faisait perdre ces liens de solidarité et finalement avait un coût. En fait, vous pouvez replonger une personne dans la pauvreté. L'isolement, en fait, il se traduit aussi comme ça, en fait, comme un plus grand risque en fait, de pauvreté. Tous les dons, en fait, toute cette économie du don qui existe, elle permet en fait de survivre parfois et de mieux vivre. La dimension de la confiance, du fait d'être en relation avec les autres, on voit bien que c'est une dimension qui est vraiment centrale et ce qui a été
mis en exergue, c'est notamment tous les enjeux de confiance institutionnelle, de relations aux autres, donc les relations d'entraide, ce qui va être aussi la possibilité de compter sur quelqu'un en cas de difficulté, hein, que ce soit dans son cercle proche ou que ce soit auprès des services sociaux ou de ses collègues, etc. Un des enjeux, c'est aussi de regarder toutes les dimensions au regard de l'inégalité. Quelles sont les inégalités d'accès aux services publics? Quelles sont les inégalités du point de vue du travail? Quelles sont les inégalités dans la situation des adolescents ou des jeunes, etc. Chez Daddy, ce sont des cafés intergénérationnels où tout est fait pour qu'on puisse facilement rencontrer son voisin. Donc on a 4 piliers. Le premier, c'est la rencontre intergénérationnelle. On va toujours avoir des tisseurs de liens qui sont là pour faire en sorte que personne ne soit seul dans son coin. On va avoir des grandes tablées pour faciliter la rencontre. Le deuxième pilier, c'est la convivialité. On a repris les codes du café, parce qu'on voulait faire des lieux qui soient très joyeux, qui soient festifs et qu'on soit capable aussi de casser un peu les codes quand on parle de personnes âgées. Le troisième pilier, c'est la transmission. Nous, on part du principe que tout le monde a un talent, tout le monde a quelque chose à transmettre. Et notre dernier pilier, ce qui est l'entraide. Le slogan de chez Daddy, c'est plus qu'un café, une seconde famille. Pour moi, le bien-être, déjà, c'est être entouré. De pouvoir avoir des personnes sur qui compter quand on a besoin, de pouvoir avoir des gens avec qui pouvoir partager les bons et les mauvais moments. Moi, j'ai jamais entendu un de mes interviewés, enquêter dans la rue, me dire « je voudrais un lieu de convivialité ». Non, il me répond « je voudrais qu'il y ait de la danse le week-end sur la dalle des Olympiades, je voudrais qu'on puisse fêter telle fête religieuse ou non religieuse ». C'est ce que j'ai nommé les petits événements qui font le bien-être des habitants. Et ça ressort dans les enquêtes. On ne peut pas décréter la convivialité, elle se fait, c'est quelque chose qui prend entre les gens quand ils se rencontrent. L'enjeu, il est que à la fois ça permet une sorte d'accueil inconditionnel des gens, donc que tout le monde puisse venir, évidemment dans un cadre, mais qui est défini collectivement, et je pense que c'est là l'enjeu principal. C'est pas juste que les gens qui viennent, ils s'adaptent au cadre qui est posé, mais c'est qu'ils participent à définir ce cadre et qu'il soit acceptable pour toutes et tous. Au-delà de ce lieu, c'est quoi la politique qu'on veut, c'est quoi ce qu'on a envie de construire collectivement pour notre société en termes de prise en compte en fait, de toutes et tous. Et ça, je pense qu'on a un gros enjeu à faire de sensibilisation et de travail pour justement donner de l'accessibilité à tous sans créer de stigmatisation. Et que vous soyez jeune, moins jeune, très âgé, vous êtes tout le monde est le bienvenu et pour moi, tout le monde peut trouver sa place. Je pense qu'il y a un gros enjeu politique de dire il y a un enjeu dramatique qui est l'isolement social en France qui va avoir des répercussions humaines, financières. Il faut que ce soit une priorité. Ça fait une quinzaine d'années que je défends cette idée que l'analyse du bien-être en fait devrait être la sentinelle de l'action publique. Outre que la collectivité elle est pourvoyeuse de services publics, quoi, il me semble qu'elle a un enjeu d'animation aussi de la vie sociale. Et non plus à se positionner du coup en surplomb.